Ben, merci d'être resté. Oui, applaudissez-nous. À la suite des projections, le but c'est évidemment de donner la parole à des soignants suspendus. Et quand il y a des intervenants du film, ça fait coup double. Mais également d'évoquer différents sujets, que le micro circule et que des gens qui sont suspendus ou qui veulent témoigner autour du phénomène de la suspension puissent prendre la parole. Donc le micro tournera parmi vous. J'aimerais tout d'abord parler du syndicat Liberté Santé. Voilà, il y a Sophie qui est ici. Sophie, voilà, qui est dans le coin. Et Sophie, est-ce que tu veux dire un petit mot sur le SLS, s'il te plaît? Sophie, elle a été dans les toutes premières réunions de Réinfo Covid, dans des salles de staff à l'hôpital de la Conception, avec sur le tableau Véleda. Donc, toute première heure de Réinfo Covid, et puis après, elle est devenue quelqu'un d'extrêmement important dans Réinfo Covid, puisque c'était Madame Merci. Et qu'elle était en charge de nous redonner toutes les semaines les merci et la gratitude qui pouvaient circuler dans les mails à tel endroit, pour nous redonner un peu confiance dans la vie et la grinta de continuer. Et tu l'as très bien fait. Et après, tu es passé un cran plus loin dans le syndicat pour essayer d'aider les soignants non seulement à atterrir, à accueillir la souffrance, la violence de ce qui se passe. Et je vous cache pas que moi, ça fait que 7 fois que je le vois. Hein. Mais là, je suis un peu plus fatigué et je me suis encore pris en pleine poire. Et donc, je crois qu'il y a besoin d'accueillir ça aussi, avant même de vouloir créer autre chose, d'en témoigner, de le dire. Et puis, voilà, vous faites ça. Mais pas seulement. Vous gardez le lien avec l'institution et la diplomatie et plein d'autres choses. L'institution, je ne sais pas, mais en tout cas, le syndicat a 2 branches, une branche administrative et une branche juridique. Et tous les mercredis, il y a des réunions avec des juristes, des avocats et des soignants qui sont devenus experts en droit. Et ça permet d'organiser un petit peu la défense. Ça se fait par groupe de travail et par groupe de corporation. Il y a toutes les spécialités. Et s'il en manque, on ouvre des groupes de travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a une organisation extrêmement dynamique qui est forte. Et pour les personnels suspendus, en tout cas, on a des juristes qui répondent à chaque adhérent qui vient poser ses questions et déposer un peu son dossier. Donc c'est énormément de travail. Et puis effectivement, on se rend compte que les soignants ont besoin de régler leur situation, d'en faire le deuil. Et puis en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse les accompagner vers autre chose. Et donc, voilà, ce que j'ai à dire. Merci, madame. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec Sophie, c'est que pour chaque projection du film, où qu'il soit dans la francophonie, on va dire, c'est qu'il y ait un référent du SLS, du syndicat, qui soit présent pour créer du lien en direct, que ce soit pour les soignants suspendus, mais pas que, et de montrer qu'il y a des structures en fait qui sont là pour défendre. Vous avez vu, je fais le boulot maintenant. Voilà, des antennes locales. Exactement, il y a des antennes locales et des référents pour chaque département. Il y a Gaëlle qui est ici ce soir. Gaëlle qui est... Voilà, Gaëlle voilà, donc présenter, comme ça vous pouvez échanger avec Gaëlle et Sophie si vous êtes intéressés. Et le but c'est de faire de la mise en lien. Il y a une fausse fin où Louis répète 2 fois ce qui est important, c'est le lien. Et je voulais vraiment garder ça comme substrat avant la voix off qui termine sur la danse d'aurore. Que l'important c'est le lien. Et le but aussi c'est de participer à développer des écosystèmes locaux avec le SLS. Et puis il y a aussi une chose, il y a aussi une branche du SLS qui
qui vise qui fait écho à la fin du film, c'est-à-dire d'ouvrir vers une santé plus humaine, on va dire, plus respectueuse. Et il y a, dans les raisons d'être du syndicat, il y a autant le côté juridique structurant, très, très carré, que quelque chose vraiment une philosophie du soin qui est complètement subjective et qui casse un petit peu la structure fermée, on va dire, de quelque chose qui est juridique et qui doit se coller au droit. Et le droit, c'est fermé. Et donc c'est important aussi que dans ces projections, on puisse se permettre à rêver d'autres choses. Il y a la structuration, il y a la douleur du présent qui peut et qui doit être prise en charge par moment, mais il y a aussi ce côté où quand Judith dit on se prête à rêver, et il y a aussi cette ligne-là dans le syndicat, et ça paraissait évident qu'on puisse faire les choses de concert pendant les projections. Donc voilà, si vous avez des questions sur... Il y a des petites cartes, je crois, du SLS qui sont sur la table, et puis donc il y a Gaël et Sophie. Je ne sais pas si vous avez des questions, des gens peuvent commencer à faire tourner le micro, si des personnes veulent témoigner autour du film, ou témoigner de leur expérience de soignant, ou voilà, on peut déjà commencer par là. Est-ce que vous pouvez préciser justement sur votre site pour revoir... On m'a demandé où il était disponible en dehors. Alors, il y a le site soignant au pluriel-suspendu au pluriel.fr sur lequel vous allez retrouver toutes les dates des projections, mais également un lien qui mène sur exuvie.fr, mais allez sur plutôt le carrefour soignantsuspendu.fr. Et là, vous pourrez voir le documentaire en participation libre et consciente. Et en fait, ce qui peut être bien, si ça vous dit, c'est de le partager à des gens de votre mailing list, de leur dire voilà, regarde-le, il est en consultation libre. Et je pense qu'il est audible et regardable par des personnes qui ne partageraient pas les mêmes fondamentaux idéologiques que nous, parce que c'est très clivant. Et le but au montage, c'était de faire en sorte que personne ne se sente agressé. Alors il y a des personnes qui me témoignent qu'elles le mettent 3, 4, 5 fois. Enfin, elles doivent le saucissonner pour le regarder parce que c'est un peu dur. Mais j'ai pas eu de retour agressif, aucunement. Et donc, si ça peut participer à générer de la réflexion et recréer du dialogue, c'est sympa. Et donc, n'hésitez pas aussi à le transférer. Voilà, et idéalement, c'est d'aller dans des lieux de rencontre tels que des salles comme celle-ci ou au cinéma. Mais dans l'intimité, peut-être qu'on se sent moins jugé et moins avec un groupe d'antivax complotistes. Et peut-être que cette intimité, elle est protectrice pour certaines personnes. Donc voilà. J'ai reçu plusieurs fois la question si on veut le projeter ailleurs. Il y a un do-it-yourself, vous savez, DIY, un tuto qui est disponible sur le Twitter au moins de Réinfo Covid. Ça explique comment on fait pour projeter, c'est facile. Donc n'hésitez pas, en fait, c'est un outil qui est là pour ça. Le film, cette intention qu'il soit une remise en lien, c'est pas juste de se coucher par terre en déplorant et en pleurant. Mais au contraire que ça remette en lien les gens et que ça nous fasse réfléchir collectivement sur vers quoi on a envie d'aller ensemble. C'est à vous. J'ai juste une question. C'est fait pour tu t'en sortiras pas. Non, je pensais que j'avais une voix qui portait bien. Vous avez dit tout à l'heure, en sortant du film, qu'il y a quelque chose qui vous rebrassait encore. C'était encore plus dur. Je voudrais bien savoir à quel moment du film ça vous a encore plus touché. Je suis un peu en situation de fragilité là, par la fatigue et tout ça, donc et je suis pas coutumier du fait, donc ça va pas être facile pour moi de répondre. C'est de voir la beauté de ma femme d'abord, bien sûr. Et puis en fait, tous les gens qui témoignent, ils me touchent par leur façon de convoquer ce truc qui a disparu d'un coup, quoi. Et en même temps sans violence, sans colère. Moi, j'ai pas senti de colère, hein. Elle le dit, Aurélie, il y a de la tristesse, mais elle n'est pas vraiment en colère. Et
Et ça s'apparente à un deuil. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuil. Et tout ce qu'on traverse, j'ai l'impression que c'est de l'ordre du deuil, là, parce qu'on parle de l'institution hospitalière et du système de santé, mais certains pourraient parler du système scolaire, probablement, ou du système éducatif. D'autres pourraient parler du système financier ou d'autres choses comme ça. Donc ce qui est en train d'arriver là, c'est peut-être le prémisse, parce que c'est une crise sanitaire au départ, elle concerne voilà, une maladie, un virus, mais si on tire tout notre système qui est en train de s'effondrer. Et c'est hyper douloureux. Et il y a des fois, on a envie de croire qu'on va construire autre chose, et de se mettre en chemin. Puis d'autres fois, c'est plus dur. On se dit, peut-être c'est une espérance vaine, on n'y arrivera pas. C'est trop gros, quoi. C'est tellement gros à faire, quoi, tout ça. Mais ça en revient au lien, en fait. Si on est ensemble, bien sûr que c'est faisable et qu'on est en train de le faire pour de bon. Alors, moi je m'appelle Charlotte, je suis naturopathe à Marseille, et il y a quelque chose qui me fascine un peu et une question que j'aimerais vous poser, qui est qu'on dirait qu'effectivement cette obligation vaccinale est un peu un catalyseur de rébellion, un catalyseur de séparation, un catalyseur de deuil, enfin de mise dans le deuil. Mais la question que je vous pose, c'est, pensez-vous qu'il y a quand même parmi vous tous qui témoignez là un dénominateur commun à ce qui vous caractérisait dans votre passé avant, pour que ce deuil et cette séparation et cette rébellion finalement s'activent? Non, mais je vais raconter la blague qu'on a faite ce midi, puisqu'on était ensemble. Et donc on a recherché effectivement dans notre passé des dénominateurs communs, et on a trouvé qu'on avait été forcé à finir notre assiette en restant assis jusqu'à 17h pour la finir. Voilà, pour l'instant on en est là, nos investigations, parce qu'on fait ça de manière très scientifique. Donc pour l'instant on n'a pas véritablement répondu à la question. Non, je pense que, enfin, pour y répondre un peu plus sérieusement, c'est beaucoup de personnes qui aimaient leur métier, de ce que j'en vois, qui aimaient vraiment leur métier, qui voulaient continuer à le faire et à le faire bien. Des personnes qui ont une envie de justice et d'honnêteté, c'est-à-dire on a des difficultés à supporter le mensonge, et effectivement on ne peut pas mentir, comme le dit Judith, on ne peut pas mentir aux patients. Donc on se rejoint là-dessus, et peut-être effectivement, en tout cas, un côté spirituel parmi beaucoup de personnes que je rencontre et qui ont été suspendues également. Oui, le coup de l'assiette à finir, je confirme. Oui. Pour l'histoire, oui, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, mais je veux dire, c'est ceux qui devaient finir l'assiette, mais qui résistaient jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils étaient toujours là à 18h, c'était cela. J'ai rebondi dessus comme ce que disait Carole. Moi, ce que j'ai identifié chez les personnes interviewées, donc il y avait avant ce supposé-là général pour les 7, mais une certitude pour ceux que je connaissais plus d'avant, mais il y en a que j'ai appris à rencontrer dans les échanges préalables et surtout durant l'entretien, puis autour de l'entretien, parce qu'un entretien c'est 45 minutes, mais il y a toute la vie avant, après, pour sentir la personne où elle est, puis rester fidèle lors du montage. Et moi, ce que j'ai identifié et ce que je voulais mettre, en fait, c'était un sacré inaltérable. Il fallait pas y toucher. Il fallait pas toucher à la foi qu'ils avaient dans leur métier, dans leur profession, dans leur vocation, dans leur sacerdoce. Il fallait pas toucher à leurs valeurs. Et donc, ouais, un ancrage fort, le fameux quoi qu'il en coûte, mais beau. Et donc je le répète à chaque projection, mais c'est important. Déjà, je vais en profiter pour remercier très chaleureusement Aurore Borgo et Cécile Petit, qui ont respectivement fait les danses, les chorégraphies et la musique, qui jouent un rôle pour moi essentiel dans le message porté. Et donc, ouais, une capacité à refuser sous aucun prétexte le fait de toucher à leurs valeurs. Et donc ils expriment chacun
ce que j'appellerais une foi, moi ce que j'appelle ça, eux ils l'appellent ou ils l'appellent pas, mais en tout cas moi ce que j'identifie comme quelque chose de ce que j'appelle sacré ou beau, avec un B majuscule, et c'est ça qui les relie, et c'est ça qui relie beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui vont vers l'inconnu, mais habités par leur foi, ils ont la confiance dans demain. Et c'est pour ça que pour moi c'était très important, fondamental, que soit représenté un couple de soignants en dehors de l'entité individuelle, et que aussi j'ai fait se présenter les personnes sous un aspect humain. C'est-à-dire j'existe avec un prénom, j'existe dans un contexte familial, je ne suis pas juste un technicien. Et là tout de suite on revient à la situation, comme disait Aurélie, bah ouais, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien, ou ce que tout le monde a dit. Et donc c'était essentiel pour moi qu'on sente que du coup, il fallait quelque chose de très puissant, très fort derrière, un pilier, mais qui avait sans doute mis des années à se construire, à être érigé. Et l'idée du documentaire, elle est vraiment née à partir d'une discussion que j'ai eue avec Éric Loridan au moment où j'ai raccroché le téléphone, parce que j'ai senti ça très fort chez lui, en me disant, mais c'est une qualité rare qu'on recherche tous chez l'autre, chez nous aussi forcément. Et immédiatement, l'intention, c'est je veux que, c'est une volonté, hein, pas un sentiment juste, mais une volonté, que les personnes qui regardent le documentaire se disent merde, moi, mon médecin ou mon soignant référent, j'ai jamais senti ça chez lui. Et en fait, j'ai un dégoût de la médecine ou j'ai un désintérêt, un désabus, mais ça existe. En fait, des gens qui ont foi, qui respectent l'autre, qui respectent leur pratique, qui cherchent, qui se mettent en lien et en mouvement. Et pour moi, ça va au-delà de la technicité, ça va au-delà de la fonction de soignant. C'est-à-dire que ce que dit Grégory, soignant vous l'êtes, soignant vous le resterez, il y a des médecins qui n'ont jamais soigné, et il y a des gens qui soignent, qui n'ont pas le statut conventionnel pour soigner. Et je pense que ça vient d'un énorme travail personnel et de mise en lien, et de respect de quelque chose qui est fondamentalement sacré, et c'est ça que je voulais faire sentir, et c'est ce qui permet, selon moi, cette épreuve très difficile et douloureuse, de se transcender vers quelque chose qui est plus radieux, quand bien même il y a beaucoup d'adversité et d'incertitude. Donc c'est l'aspect primordial du film, selon moi. Et c'est ce qui permet à parler à tout le monde, en dehors de l'aspect soignant. J'ai coupé ma phrase un peu sec. Votre film, il est Attends. c'était l'année dernière. Non, attends, vas-y. En fait, j'ai l'impression que, je veux dire, ça sort, c'est maintenant que ça s'est passé. En plus, c'est le versant très victime. Et en fait, moi, j'ai vu toute une palette. Parle bien, oui. Et je me dis, oui, il y en a qui ont dit non. Bon, j'ai observé, je ne le fais pas, j'y vais pas, point. Je n'ai jamais vu vivre la chose, comment dire, c'était un non à leur hiérarchie, mais il n'y avait pas tous ces états d'âme, puis l'esprit à ce point au drama, je ne sais pas, on n'est pas à la maternelle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait, et que je trouve qui ressort beaucoup dans le milieu hospitalier, et qui est que là, c'est présenté d'une façon très victime, le ressenti. Et mais qu'en fait, dans d'autres endroits de France, etc., où voilà, les gens, ils ont été emmerdés, mais ils se sont beaucoup plus positionnés en c'est hors de question. Mais ils ne sont pas passés dans le mode pleurer comme ça, je ne sais pas quoi, c'est... Alors c'est vrai qu'en fait, si on regardait selon les départements, puis des départements où les services étaient tellement complètement vides, que regarder la télé... Enfin, j'ai entendu tellement d'échos différents que je me dis, là, c'est un zoom avec un niveau émotionnel poussé, mais qu'il y a quand même plein de soignants en hospitalier qui avaient des services complètement vides, qui étaient là en disant, putain, nous, il n'y a personne qui vient, quoi. Donc, que ça...
voilà, il y a des gens qui ont dit non, moi je ne pourrais pas injecter, d'autres qui ont dit moi je vais trouver d'autres solutions, je continue à travailler, je fais je vais écrire, je vais marcher, lors des questions je m'arrête, donc ils ont trouvé d'autres défauts, hein, soyons clairs. Donc voilà, je me dis, ça c'était quand même il y a 1 an, c'est sûr que sur Marseille c'était chaud. Après, moi je me suis promenée, j'étais pas trop, je suis infirmière libérale, hein, mais je travaille un peu quand j'ai envie. Je me dis, putain, les trucs comme à la télé, les trucs qu'il y a dehors, ça, franchement, donc, je sais pas, quoi, c'est comme si les personnes n'étaient pas allées voir ailleurs, dans l'hôpital, je sais pas, moi, Manos, Pertuis, Nîmes, Nice, d'autres trucs, comment ça se passait dans les autres hôpitaux. Et je trouve que ça, par rapport à l'ensemble un peu des structures que j'ai vues, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu, beaucoup ressenti, je dirais, sur Marseille, des trucs qui étaient très pointés au niveau journalistique. Mais que les autres structures, il y avait à Digne, là, j'avais entendu une nana de Digne qui disait, non, on n'a personne, quoi. Donc, là, je me dis, ça, c'était il y a 1 an, ça a été vécu de façon extrêmement violente, c'est comme si c'était des enfants, quoi, quel que soit le chef de service, le chef de machin, etc. Excusez-moi, quelle est la question? Oui, en fait, vous voulez revenir. C'était passé 1 an après ce film, est-ce qu'aujourd'hui, l'état d'esprit des soignants, qui à l'époque ont pris, parce qu'il y en a, sur le coup, ils ont pu être, je sais pas, donner leur démission, être toujours pas payés, etc. C'est toujours le cas. Hein. Il est, voilà. Mais est-ce que tout le monde le vit toujours à ce niveau-là? Oui. Vous avez vu des solutions depuis? Mais après, c'est ça, les adaptent, oui. Il y en a, ils sont partis travailler ailleurs. Il y en a, ils ont pas travailler ailleurs. Oui, il y a eu d'autres. Alors, dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses. Donc moi, je ne vais pas parler pour les soignants parce que je ne suis pas soignant et encore moins suspendu. Par contre, je peux, on va dire, témoigner de mon intention et de mon ressenti sur le film, qui peut être tout à fait biaisé, bien sûr. Sur le côté larmoyant et victimaire, c'était hors de question pour moi qu'il y ait cette intention-là, à la fois sur le choix des personnes, et justement j'ai pris soin de prendre des personnes qui étaient déjà en transition avancée, justement pour pas témoigner de colère, de rancœur ou d'aigreur, et j'espère que ça se ressent bien au montage. Il n'y a pas d'attaque sur les collègues, pas vraiment, on déplore l'institution, mais il n'y a pas de côté victimaire, c'est plutôt assumé. Et les mots de bienveillance reviennent dans la bouche de Carole et dans celle d'Aurélie notamment, dans celle de Grégory aussi. Je pense que c'est surtout du désabus. Ça m'intéressait de montrer le désabus, de dire, ben, moi j'aime mes collègues, j'aime mon travail, j'aime mon institution, j'y suis attaché, et j'aime les endroits où je suis passé parce que j'y ai laissé des choses. Ça, c'était ce que je voulais montrer. Et c'est plutôt quelque chose d'optimiste, mais si toi tu le ressens comme ça... je l'entends. Comment? Il y a toute une gamme. Il y a plein de choses. Oui, l'idée c'était de faire une gradation vers le beau, où l'outil danse permettait de montrer ça. À la limite, la seule tension un peu nerveuse, c'est dans la danse d'Aurore, la première, quand elle est en chanvre bleu, où pour moi on a instrumentalisé les soignants, donc plutôt que de le faire dire, et justement dans une posture de montrer le bourreau, ben, c'était de le mettre par la danse, avec cette espèce de désabus où on la voit contre le mur, donc c'était plutôt ça l'intention. Et voilà, et pour le reste de ton intervention, c'était il y a 1 an, mais en fait c'était le temps du deuil, le temps de la digestion qui n'est pas encore fini pour beaucoup, le temps de la prostration, de la sidération. Il aurait pu être avec une certaine colère et une certaine attaque s'il avait été fait en octobre-novembre, dans l'actualité chaude après le 15 septembre. Là justement, il y avait eu déjà une redescente. Et puis des gens, je le répète, les 7 personnes pour moi étaient dans un chemin très avancé. Et le but c'était de montrer des personnes, en tout cas moi elles m'inspirent, les 7 personnes m'inspirent et j'ai une très haute estime d'elles, autant parce qu'elles sont que parce qu'elles font.
Et je voulais que les gens sentent ça pour que ça crée un appel d'air, que ça les aspire là-dedans. Et les patients qui restent encore dans la colère, dans la prostration, dans la sidération, dans la victimisation, et bien qui se disent il y a une autre solution. Et moi je les trouve, en tout cas moi je les trouve exemplaires, et c'est des gens que j'ai plaisir à mettre en lumière, parce qu'ils montrent c'est pas la panacée ou la solution absolue, mais en tout cas ils incarnent un possible par le lien et par la transmutation de leur situation. Mais je vais laisser plutôt parler Louis et Carole qui sont moi. Il n'y a que cet exemple-là, mais comme on a dit, on est entre 15 et 150 000, plus qu'entre 30 et 50 000, entre les gens qui sont partis en disponibilité, ceux qui ont démissionné, ceux qui ont, etc. La suspension proprement dite, vous avez peut-être tous suivi, ou ceux qui n'ont pas suivi, c'est faire voler en éclats le droit du travail en poudre, en spray, quoi, d'un coup. Puisque les vacances ne peuvent pas être prises, les congés non plus ne sont pas payés, rien n'est payé, les arriérés ne sont pas payés. C'est d'un coup, ça s'arrête. Vous êtes dans une case, vous êtes toujours salarié. Ça, vous ne pouvez pas postuler à Pôle emploi. Vous n'avez droit à aucune prestation sociale. Vous ne pouvez pas retrouver un autre emploi ailleurs, puisque vous êtes toujours salarié, hein, comme je vous l'ai dit. Puis quand bien même vous voudriez retrouver un emploi en fait, dans le même métier que ce que vous faites, vous ne pouvez pas. Si je veux faire des gardes en réanimation dans une clinique X ou Y, en disant je vais mettre du beurre dans les épinards, ben, en fait je ne peux pas. Parce que je suis suspendu de fait, puisque je ne suis pas vacciné. Et je ne peux même pas rentrer dans l'hôpital, normalement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'hôpital de la Conception, actuellement, il y a toujours 6 personnes devant chaque guérite de honnête sécurité qui sont payées uniquement pour contrôler les passes. Pour l'instant, il n'y a pas d'infirmières et de soignants. Les médecins. Donc ça, c'est ça qui se passe, et ça continue. C'est-à-dire qu'on dit que c'est il y a 1 an, mais c'est pas du tout terminé. Hein. C'est que là, on jouait d'une liberté conditionnelle temporaire nous permettant d'aller à la plage. C'est une liberté conditionnelle temporaire, vous avez compris. Hein. Christian Estrosi vous l'a expliqué ce matin même, en disant que le 1er août, on vous remettrait un pass. Donc, il y a à prendre conscience de ça, quoi. Et une fois qu'on en a pris conscience, de ne pas rester bloqué. Effectivement, il y a des soignants qui sont restés bloqués. Dans Info Covid, il y a, je ne sais plus combien il y a de soignants, mais quelque chose comme 15 000 ou 18 000 soignants, comme ça, au syndicat, plus que ça. 9 000 adhérents. Donc là-dedans, il y a dans les médecins de Info Covid, voilà, il y a 5 000 médecins, probablement un peu plus. Il y en a beaucoup qui, pendant 2 ans, sont restés prostrés, quoi. Vraiment figés sur place, incapables de formuler un projet, incapables de passer à de la résistance active, de la désobéissance civile, ou de même construire le monde qu'ils voudraient pour demain. Parce que juste traumatisés, quoi. Un gros coup dans la gueule, peur de tout, et peur de perdre leur statut. Parce qu'effectivement, quand vous êtes médecin, vous avez un bon salaire, vous avez un bon statut social, vous aimeriez revenir au monde d'avant, hein, tout allait bien. Hein. Vous n'avez pas particulièrement envie d'aller dans le monde d'après, où on est à 2,70 € le litre, et on est à 2,20 € pour le moment, mais ça va venir patienter un peu, avec 9,5% d'inflation galopante, et où on est en train de vous appauvrir à vitesse grand V, et voilà quoi. Donc, et puis il y a des violences qui ont été faites, qui sont... Voilà, vous le savez peut-être un petit peu tous si vous avez suivi les vidéos, mais Carole et moi, on a eu notre compte en banque bloqué. On nous a saisi notre argent sur le compte en banque, un salaire qui avait été versé. Enfin, c'est pas anodin quand même, hein. Il se passe quelque chose, quoi. Pas juste vous êtes licencié pour faute grave. Hein. C'est autre chose qui est en train de se passer. Et oui, effectivement, comme elle l'a dit Louis, je pense qu'il y a eu autant de vécus que de soignants suspendus, chacun ayant son histoire personnelle. Après, je suis pas sûre que, même si ce film avait été tourné plus tôt après la suspension, il y aurait eu autant de colère ou de tristesse. J'avais l'impression qu'on était tous assez déterminés et au clair sur la question, même si bien sûr tout le monde a eu un petit coup de down au moral au moment de la suspension, puisque on pouvait, enfin moi me concernant personnellement, quand Macron a dit le 12 juillet son discours, je me suis dit waouh, on n'est pas encore suspendu, parce que vu l'efficacité de l'administration à l'hôpital habituellement, on n'est pas suspendu avant l'année prochaine. Et j'ai été fortement surprise de voir que l'administration, qui généralement répond à nos tickets, puisqu'on a fait maintenant des tickets
informatique dès qu'on a une demande. Il répond avec énormément de retard, mais là, sur le coup du pass, par contre, ça a été fait assez rapidement et en ordre de bataille rangé. Donc je me suis dit, formidable, l'administration a une force que j'ignorais. Donc je suis contente de le savoir, qu'elle pourrait peut-être mettre au service du bien des patients au lieu de le mettre au service des suspensions de soignants. Voilà, ce serait mon vœu. Donc je suis pas sûre, enfin dans ce film, pour connaître quasiment toutes les personnes qui ont témoigné, j'ai jamais ressenti un aspect larmoyant chez ces personnes. Après, c'est pas, enfin, je crois qu'il est quand même important de témoigner des violences qui ont été faites à toutes ces personnes. Et je crois, enfin moi, pour ma part, que ça a été fait de façon non larmoyante, mais il n'y a pas non plus de raison ici de cacher ces violences qui ont été faites à ces gens. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt sensible et épuré de tout artifice et que, enfin, moi, je trouve que c'est touchant. Et oui, je suis suspendue aussi. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'effectivement, je rejoins Carole sur le fait que cette inertie habituelle, quand on a vu avec quelle force ils étaient capables de harceler, de déployer toute une communication qu'on ne connaissait pas et qui était inédite, et que derrière ça, aussi facilement que ça, ils pouvaient débouler dans votre bureau en disant vous ne pouvez pas rester là parce que vous n'avez pas votre QR code. Et voilà, je veux dire, c'était juste incroyable de voir les cadres qui venaient regarder, et puis la liste des patients non vaccinés, enfin des personnels non vaccinés qui ont circulé sur le bureau des chefs de service. On peut se poser quand même quelques petites questions. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que l'administration, selon les endroits, dans toute la France, on l'a remarqué, est capable de créativité, c'est juste incroyable, et qu'il n'y a pas une méthode pour emmerder les personnels, mais il y en a plein en fait, il y a une foultitude de méthodes. Et c'est juste stupéfiant en fait. Il y a autre chose, c'est que là on parle des soignants, mais en fait en miroir on parle de l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui trouver un médecin, trouver une infirmière, et y compris à Marseille, où on est une zone où normalement la densité médicale est parmi les plus fortes en France, ça devient compliqué. Et vous imaginez que dans les déserts médicaux, c'est même plus la peine. Donc vous avez vraiment des citoyens qui sont laissés à l'abandon, de manière absolument volontaire. C'est aussi ça qui est un peu poignant dans l'histoire de cet effondrement de notre système de santé, c'est qu'il est volontaire, il est organisé, il est planifié, il fait partie d'un projet économique. Comme l'a dit Greg, on avait parmi le plus beau système hospitalier du monde, probablement. Avec des soignants super bien formés, super bons, etc. On a réussi en 30 ans à le détruire de manière systématique. Et les mandats des directeurs d'hôpitaux successifs n'ont rien été d'autre que de mettre à la porte des gens, de faire des plans sociaux tous les 2 ans, ensuite d'être dégagés. Moi, dans ma courte carrière, j'ai vu plus du 8, je crois, des directeurs d'hôpitaux, un truc comme ça, de l'AP, quoi. Donc le mandat était de dégraisser le mammouth, avec toujours l'obsession que la fonction publique était pléthorique, qu'elle coûtait trop cher, qu'elle était inefficace, et qu'il fallait la transformer en une entreprise rentable. Et donc pour ça, enlever des personnels, ne pas renouveler des gens qui partent à la retraite, une petite bronca syndicale temporaire, de moins en moins audible, jusqu'à l'arrivée en fait d'un plan social à pas cher qui est je peux vaporiser des soignants du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas le QR code. Mais demain parce qu'ils n'ont pas autre chose, quoi. Ce sera quoi la condition? Parce qu'on rentre dans le domaine de l'arbitraire, puisque maintenant on est tous d'accord, y compris les médias, que ça ne prévient pas la contamination. Puisqu'on est tous d'accord, une grande partie d'entre nous a négocié avec l'administration en disant attendez, nous on fait un test tous les jours si vous voulez. Tous les matins on fera un test. Puisque vous basez l'ensemble de votre programme social sur le fait d'avoir un test positif ou négatif, de prendre l'avion, de prendre ci ou ça. Donc nous, ok, on n'est pas vaccinés, par contre on va bien jouer le jeu du test. Mais ça n'a pas été oui ça. Donc il y a autre chose derrière. Cette autre chose derrière, ça ne peut que être la volonté délibérée de détruire le système de santé hospitalier. Et tous ceux qui sont dans les directions hospitalières ou dans les réunions de CME, etc., qui sont chefs de service, s'arrachent les cheveux, mais depuis plus de 15 ans, quoi, sur la folie furieuse. Il y a un seul endroit à Marseille où, en gros, on a réussi à tenir tête à ça, c'est l'IHU. Ça, c'est particulièrement embêtant.
Donc, Delenda est l'IHU, quoi. Vous savez, il faut détruire Carthage, Delenda est Carthago, quoi. Et il faut détruire l'IHU et il faut détruire l'hôpital. Moi, je vous invite à vous intéresser très grandement à qui vont être nommés directeurs d'hôpitaux dans ce mandat de Macron-là, et de regarder leur parcours, qui ils sont, qu'est-ce qui dégage comme énergie, quelles sont leurs premières mesures, etc. Quand Didier Raoult partira à la retraite, qui va lui succéder? Là, c'est une question intéressante, quand même. Parce qu'une structure aussi performante que l'IHU, qui a traité des gens, et tous les gens de Marseille le savent, tous les gens sont reconnaissants. L'hôpital de jour qui a été fait par la Commission et par l'ensemble des personnels qu'il y a derrière, a contribué à sauver des vies de manière directe. Je veux dire, il faudrait juste en être admiratif et les aider. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc là, c'est un petit peu le propos d'Aurélie à un moment. Mais Aurélie, le gouvernement est bon. Donc moi je m'appelle Ouria, je suis à TCM dans les écoles maternelles et je vais vous parler de moi parce que votre cas m'émeut beaucoup. Donc on nous a interdit le contact avec les enfants, la distanciation sociale, le masque, baptême couvert. Moi je vois un enfant qui pleure, qui a besoin d'être rassuré, il veut juste qu'on le rassure, qu'on le prenne dans les bras. Ben, j'ai pas tenu compte de ce qu'on m'a imposé, donc j'ai pris dans les bras, je l'ai rassuré, je l'ai consolé. Et j'ai eu des réflexions parce que je n'avais pas le droit de le prendre, de le consoler. Et ben, j'ai dit, eh ben, tant pis, je continuerai à le faire. Je me sentais battante, fière de me battre et de rassurer les enfants parce qu'on était là pour les aider. Mais quand je vous écoute et quand je vois le parcours par où vous êtes passé, vraiment j'ai presque envie de pleurer parce que je me dis, vous êtes des battants et c'est honorable d'être là et de vous écouter parler, de vous battre. Et je suis en admiration devant toutes ces personnes comme vous bon, moi je continue à travailler, donc j'ai mon salaire. Des fois, j'ai beaucoup de mal à arrondir les fins de mois. Et pourtant, je sais que le mois d'après, j'aurai mon salaire, ça va me permettre. Mais vous, ça fait quelques mois, peut-être un peu plus d'une année, je ne sais pas trop. 9 mois, le temps d'une grossesse. J'espère que, voilà, j'espère que cet accouchement qui va vous permettre d'avoir quelque chose de positif et de glorieux, parce que vraiment, chapeau et bravo. Merci, on reviendra un peu souvent. Il y avait un choix, il y avait une facilité qui aurait consisté à tricher. Dans la peau de gens qui travaillent à l'hôpital, plutôt assez facile, en vrai. Puis, dès qu'on a un poste administrativement élevé, hiérarchiquement élevé, quoi, en fait, on peut tricher. Vous avez vu que les députés pensaient qu'ils sont vaccinés. Non, eux, mais ils ont fait une loi où ils ne sont même pas obligés. Quoi, en fait, il n'y a pas de problème. C'est quoi, il y a eu plusieurs statistiques qui sont sorties sur la quantité de tricherie. On était même obligé de pondre un article de loi en disant « Pour ceux qui auraient triché, nous les pardonnons. Ils peuvent revenir. » C'est honnête, ça. Grandiose, quoi. L'église de la vaccination. Quoi. Et tu peux aller te confesser et tu seras pardonné. Donc il y a vraiment eu cette tentation, quoi. Tiens, bon, okay. On gruge, quoi. On s'en fout, allez, on ira. Imposture pour imposture, quoi. Moi, je comprends complètement ceux qui l'ont fait. Mais il y avait une sorte de convocation par la position publique que j'avais prise, qu'on avait prise tous les deux, qui était, et au fond, le collectif qui dit, mais si Fouché, il triche, quoi. Parce que tout le monde sait que j'aurais triché. On sait que, ayant fait les vidéos que j'ai fait, je serais allé me faire vacciner. C'est pas crédible, quoi. Oh, c'est fou de nous, quoi. Et donc, il y avait cette idée que, bah ok, il y a une exemplarité à tenir, à porter. Parce que moi, j'ai la conviction, si on dit tous non, ça s'arrête. Ça s'arrête. Mais c'est super dur, dès qu'on est séparés, dès qu'on est tout seul, de dire non, c'est impossible. Parce qu'on va vous prendre sur tous les trucs qui vous font mal, quoi. Sur le pognon, sur vos enfants, etc. Mais dès qu'on est ensemble, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Et ça, peut-être qu'il va falloir un coup, 2 coups, 3 coups, 5 coups, 10 coups, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et que là, c'est une leçon qui est en train de nous être donnée. Dire, ok, voilà, il y en a quelques-uns, voilà, pauvres victimes émissaires, bon, et, voilà, je les admire de loin, mais moi, j'ai pas besoin d'admiration.
j'ai besoin qu'on se mette en lien et qu'on arrive au boycott intégral. Parce que là, c'est les soignants sur ça, mais demain, c'est le pass sanitaire, par exemple. Hein, quatrième dose, ne sera pas que les soignants, c'est tout le monde. Vous voulez retourner en discothèque, au bar, au resto, ah non, il faut un pass sanitaire, faire des tests tout le temps. Et quand est-ce qu'on dit non? Quand est-ce qu'on dit ça s'arrête? Et ben voilà, il faut montrer peut-être juste le chemin en disant mais regardez, on a dit non. Et en fait là, bon, là je suis ému ce soir, je suis fatigué, tout ça. Mais en vrai, moi je suis quelqu'un de joyeux. Hein. Je passe plutôt mon temps à rigoler, quoi. Et j'ai jamais rencontré autant de gens intelligents, beaux, comme vous, bien sûr, et gentils, et bienveillants que dans ces 2 dernières années. J'ai jamais appris autant de choses que ces deux dernières années, et ces 9 mois en particulier. Donc ça veut dire qu'en fait, le fait de me séparer de ce système, c'est une chance, c'est une bénédiction. Chaque matin, je me dis, mais j'ai de la chance, en fait. Et on est plutôt en train de plaindre ceux qui restent dans le système, ceux qui s'y cramponnent. Parce que eux, ils sont sur un bateau qui est en train de s'effondrer sur les rochers, quoi. Oui, bah c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de pensées pour tous ceux qui restent dans le système. En fait, je les plains beaucoup. Parce que bien que j'ai été suspendue et que j'ai mes propres difficultés, je pense qu'ils ont les leurs. Et que finalement, je pense que notre quotidien est plus joyeux. Alors évidemment, je parle pas de l'IHU parce que l'IHU est un milieu, moi j'ai eu de la chance d'être à l'IHU qui est un milieu très spécial. Il y avait des pour, il y avait des contre, tout le monde avait son avis et des avis divergents, mais il n'y avait pas cette espèce d'ostracisation comme il y a pu y avoir dans d'autres services. C'est pour ça que dans le film je dis souvent, oui, mes collègues me racontaient, parce que moi c'était pas réellement ce que je vivais au quotidien dans mon métier. À l'IHU, ouais, bah, on n'est pas d'accord, mais à l'IHU, faut savoir qu'il n'y a personne qui est jamais d'accord, en fait. Donc, on n'est jamais d'accord entre nous. Et c'est ça qui fait justement la richesse de l'IHU, parce qu'on n'est pas d'accord, mais on est quand même tous gentils les uns avec les autres, on s'écoute tous les uns les autres, et globalement, ça se passe plutôt très bien. Il n'y a pas un espèce de dogmatisme. Je sais bien que beaucoup de personnes essaient de faire passer Didier Raoult pour un gros, en fait, mais en fait, c'est pas vrai, il y a quand même beaucoup de désaccords. Et donc j'ai pas vécu exactement la crise comme je pense comme mes collègues qui étaient dans d'autres services comme Sophie, puisqu'elle était aussi une collègue de la PHM. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de témoignages d'autres services en fait. Je voulais préciser que c'était pas ceux de l'IHU où moi je me suis sentie plutôt très très à l'aise. Et donc je pense que là, si on interviewait des soignants qui sont restés ailleurs que l'IHU dans les services hospitaliers, je pense qu'ils seraient beaucoup moins gays que nous et beaucoup certainement plus pleurnichards, pour reprendre une expression que j'ai entendue tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas de, comme dit mon mari, de prétention collective, c'est-à-dire de rêve de mieux. En fait, ils sont dans ce système en effondrement et ils ne sont pas tenus ensemble par quelque chose de positif, ils sont tenus ensemble par quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je ne suis pas sortie du rang, j'ai accepté une vaccination pour ne pas perdre le lien avec mes collègues et que je sois montrée du doigt comme nous on a pu l'être. Et donc je crois qu'ils sont beaucoup plus tristes et donc moi j'ai beaucoup de pensées pour tous ceux qui sont restés dans ce système parce que je pense qu'ils sont restés aussi quoi qu'il en coûte et c'était peut-être encore pire que nous. J'ai été en relation avec un médecin de la Timone la semaine dernière qui me disait que les gens partaient, en fait, le personnel partait, et qu'elle elle avait fait l'injection pour pouvoir continuer à travailler, mais qu'elle n'était pas dupe, et que voilà, elle est témoin de ce qui va se passer, c'est-à-dire que tout va s'arrêter, et que ben, elle aura fait ça, et enfin, voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes qui sont restées à l'intérieur et qui s'effondrent aussi avec le système et avec les murs de l'hôpital. Et donc ils sont prêts à faire la 4e dose, la 5e dose. Ils n'ont pas envie, mais... On va voir, il y en a plein qui disent non, plus aucune, hein, j'arrête de jouer à la roulette russe, etc. Il y a quand même quelque chose qui se passe là. Hein. C'est-à-dire jusqu'ici, il y avait un énorme déni sur les effets secondaires de l'injection vaccinale. Et donc vraiment une coupure entre le mental et le corps chez nos collègues, hein, qui vraiment n'arrivaient pas à voir qu'il se passait quelque chose, quoi. Que ce soit des hépatites, que ce soit des thrombopénies auto-immunes, que ce soit des embolies pulmonaires, que ce soit toutes les complications, quoi. Pour eux, ça n'avait jamais de lien.
Non, shit happens, quoi. L'arrêt cardiaque chez un enfant de 12 ans, c'est normal, quoi. Non, c'est pas normal. En fait, plus 7 sigma d'arrêt cardiaque sur les terrains de la FIFA, c'est-à-dire on est à plus 7 écart type, c'est une chance sur plusieurs milliards que ce soit lié au hasard. Donc c'est-à-dire même si on prend scientifiquement le faire, c'est pas lié au hasard, il se passe quelque chose. Il y a un signal fort. Et c'est des signaux très très forts hein, pour des médicaments. Il y a des médicaments qui ont été retirés du marché pour infiniment moins que ça. Hein. Donc là, on est en dehors de toutes les règles habituelles. Et y compris dans la pharmacovigilance, et y compris dans la législation qui normalement prévaut pour l'encadrement de la mise sur le marché d'un médicament. Mais donc il se passe quelque chose, c'est que là, c'est en train de changer un petit peu. Il y a tellement d'effets secondaires que ça se voit, ça commence à se voir. Et donc là, il y a des gens qui commencent à bouger, à sentir que ça ne va pas, il y a une imposture. Donc, pour revenir sur l'hôpital, moi je me prends à rêver parfois qu'il sera à vendre dans quelques années et qu'on le rachètera pour pas cher et qu'on fera l'hôpital qu'on veut. Voilà, tout d'abord, un grand merci pour ce témoignage, cette série de témoignages. Juste une petite remarque, moi je me suis un peu ennuyé sur les passages dedans, j'aurais préféré avoir d'autres personnes, peut-être un petit truc comme ça, mais je les ai trouvés un petit peu longs. Mais mis à part ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant, notamment l'ouverture que vous faites à la fin sur une autre façon d'envisager le corps de l'humain. Et je pense qu'effectivement c'est la voie, c'est de se porter sur des nouvelles pratiques. Et ça m'a fait penser tout le long du film à cette histoire des paysans. Moi j'ai eu 8 ans quand j'ai vu arriver le premier tracteur dans un village. Et j'avais plein de potes. Et 2 ans plus tard, je suis revenu dans le même village, j'ai passé mes vacances. Et je pouvais plus voir mes potes ensemble parce qu'ils s'étaient fâchés à cause du fameux tracteur, parce que dans la famille d'à côté ils en voulaient un et puis il fallait voir le banquier, puis le banquier ne voulait pas prêter, puis il y avait des histoires comme ça. Et en fait ça voulait dire une chose, c'est que l'industrie était rentrée en fait dans le monde paysan, et en faisant ça il a coupé du lien, il a cassé du lien. Et en fait on a laissé faire, on n'a pas eu cette réaction avec le monde médical, où là il y a des documentaires qui sortent, mais où il a été finalement assez peu question de la présence de l'industrie. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on voit 50 ans, 60 ans plus tard, qu'une nouvelle façon d'approcher la Terre est en train de rentrer dans le monde de planète. Hein. C'est-à-dire que l'industrie a fait tellement de dégâts, on a eu tellement de produits chimiques, il y a eu tellement de paysans, d'agriculteurs, d'ailleurs, c'est plus des paysans, c'est des agriculteurs qui sont tombés malades, que finalement on est en train d'envisager une autre forme de pratique. Et ça, c'est très joyeux de se dire aujourd'hui, il y a la permaculture, on crée du lien avec le vivant. Et puis, repensons à cette idée, dans les années 70, du remembrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est exactement ce qui se passe. L'hôpital, il s'y intéresse pas, parce que c'est du démembrement qu'ils font. Mais nous, dans le monde paysan, c'était du remembrement. Il fallait réunir tout ce qui était éparpillé pour en faire un seul territoire, pour qu'un seul paysan puisse avoir un seul tracteur, et le lien social. Donc c'est un peu la même histoire, et c'est un peu ce que vous êtes en train de visiter en fait. Et ça, j'aimerais bien qu'on finalement, si on peut finir la soirée, à ne parler que des nouvelles initiatives, et des nouvelles pratiques, et des nouvelles formes de cet hôpital qui n'a plus besoin d'être un gros hôpital, mais au contraire des petites unités qui peuvent être très réactives un peu partout dans les villes et dans les campagnes. Bon, voilà. Moi j'ai juste une question concrète et assez pragmatique. Je sais que tous les deux vous êtes sur Marseille. Et moi, quand j'ai essayé de me rapprocher d'une action concrète, je n'ai rien trouvé sur Marseille. Et en fait, j'ai trouvé ça sur Toulon. Avec le groupe thérapeute, vous êtes allé à la Castille pour la journée, vous avez vu le monde qu'il y avait, l'organisation, etc., etc. Je suis allée aux journées solidaires, aux journées citoyennes. Mais toujours, tout ça à Toulon. Et quand même, je suis marseillaise. Et j'ai entendu dire que, justement, vous aviez quelqu'un ici sur Marseille qui s'appelle Gaël, c'est ça, j'ai bien entendu?
Oui, bah ça serait peut-être bien, puisque nous tous ici, nous sommes Marseillais. Je pense que nous tous, nous avons une vie d'action. Et donc, ce serait peut-être bien qu'on se rapproche de Gaëlle, qu'on la connaisse, et qu'on voit un petit peu ce qu'on veut faire ensemble. Gaëlle. D'accord. Ça va, je prends aussi. Peut-être venir sur scène, non? Présente-toi, Gaëlle. Trop de modestie nuit. Oui, contactez-nous et Oui, mais contactez-vous. Attends, j'ai écrit, on m'avait donné des relais sur Marseille. Et surtout, d'ailleurs, je dois avouer. Ça s'était passé au reste dans le présent. Et je n'ai jamais eu de réponse à mes mails. J'ai aussi écrit sur Proton Mail. J'ai pas eu non plus de réponse sur Proton Mail. Alors, je ne sais pas comment il faut faire pour vous contacter. Maintenant que je vous ai, je vous lâche plus. Voilà. C'est en partie ma faute. Je suis motivé parce que le SNS m'a attribué une adresse mail sur OVH et je ne l'ai jamais sur OVH. Donc j'aurais demandé s'il pouvait transférer sur Proton sur mon adresse. Oui, donc je disais c'était un petit peu ma faute aussi, parce que j'arrivais pas à m'occuper de la boîte mail dédiée, qui est sur OVH, et OVH c'est pas trop non plus. Avec tous ces mots de code là. Donc voilà. Bon, j'ai une autre adresse, et sinon, peut-être par le biais du national, souvent ils arrivent à me renvoyer dessus. Alors je suis un peu désolé. Mais c'est vague tout ça. Je vais vous donner mon adresse, vous voulez mon adresse? Si vous voulez, moi quand j'ai fait les manifs à Toulon, j'ai rencontré 1000 personnes de connexion, c'est vraiment facile. Et à Marseille, j'ai fait les manifs, j'ai jamais trouvé personne. Alors deux genres de tracts comme ça, oui, mais ça débouche sur rien. Alors je voudrais comprendre. Ah ben, je vous donne une adresse et on vous mettra en lien après avec les bonnes personnes, il n'y a pas de souci. Hein. Quand même une grande ville comme Marseille par rapport à Toulon. C'est très difficile Marseille. Alors je vais vous dire, expliquez-moi. Avant même le Covid, je luttais déjà sur Marseille pour d'autres types d'actions, mais c'est dans mon esprit. Marseille, c'est particulier. Alors c'est pour ça que j'ai toutes ces difficultés. Pas que ça, j'ai avoué que c'était un peu aussi ma faute. Mais je vais vous donner mon adresse, hein, je la mets et je vous le mettrai en lien. Et si vous voulez faire de l'action, par contre, là il y a de quoi faire, parce que je pense que... Non, parce que quand même, je veux dire, quand je vois ce que... Je les sens tellement fatigués tous les deux, et quand je vois tout ce qu'ils ont créé, Réinfo Santé, vous avez aussi créé pour le droit, comment vous avez appelé ça? Il y a Réinfo Covid, Réinfo Santé, pour le droit, Réinfo Liberté, Info Liberté, vous avez créé tout ça. Donc, si vous voulez, de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à structurer, c'est vraiment énorme pour des gens comme moi qui sont un petit peu isolés. Et déjà, je salue ça bien bas. Et prenez courage, ne nous lâchez pas, parce que sinon, ça sera encore plus dur. Enfin, je veux dire, quand Raoult, non, j'ai vu, c'est Jean-Dominique Michel, qui disait, nous avons été des phares, peut-être, nous tous, que ce soit Didier Raoult, que ce soit vous, que ce soit... Et il prenait une part modeste de ça, il disait, et c'est vrai que dans ce délabrement qu'on a vécu, tous ces coups qu'on a eus à notre amygdale, n'est-ce pas, eh bien, vous étiez des phares. Alors c'est un très gros morceau, hein, ce que vous soulevez, c'est ça le principal, c'est se mettre en lien et arriver à tisser un réseau, un groupe, et ça ne va pas de soi, comme vous le soulignez, c'est pas forcément facile de se retrouver, une fois qu'on s'est retrouvé, on peut s'engueuler, et c'est le tourbillon de la vie, vous savez, comme la chanson. Non, ils finissent ensemble par y arriver, quoi. Et effectivement, Marseille, c'est assez compliqué. Nous, on ne s'occupe pas directement des groupes locaux. On s'occupe plutôt du côté méta, on va dire, au niveau national. On laisse les groupes locaux s'organiser. Chacun s'organise différemment. Donc il y a eu une initiative qui s'appelle La Vie en Collectif, qui est faite avec Libertat des Monts du Lyonnais, puis Eric Thévenon, qui est pompier, suspendu lui aussi, où on interviewe des collectifs pour donner des idées aux gens, pour montrer qu'il y a plein d'organisations différentes. Il n'y a pas un OS
génial, un système d'exploitation génial qui résoudrait tous les problèmes. C'est un chemin à vivre ensemble, quoi. Si vous décidez de former un groupe à 20 ici, probablement vous ferez quelque chose à nul autre pareil, quoi, qui sera l'émanation de vous 20, quoi. Donc voilà, la vie en collectif, on interviewe des gens, il y a des petits groupes qui sont 5, 30, qui ont 20 ou 30, ils ont tous une bonne posture, entre guillemets, voilà, ils sont cool, quoi, pas de stress. Ils n'ont pas besoin de règles, il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a pas de règles de prise de décision, il n'y a pas d'administration, ils se réunissent. Il y en a d'autres, et ils sont 900 ou 800, et là c'est compliqué, il y a une charge de structure administrative, il y a des règles du jeu, des raisons d'être, des modalités de prise de décision, etc. La constance que je vois dans ce qui marche bien, c'est un lieu, c'est un enracinement. C'est les collectifs qui ont un lieu, ça n'a rien à voir avec ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont juste des mailing lists sur internet et qui se retrouvent par Zoom ou je sais pas quoi, ou qui se donnent rendez-vous dans un parc, ça marche beaucoup moins bien que des gens qui, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est à cet endroit-là. Et il y a une passerelle de montée à bord pour tous les gens, justement, on sait où se retrouver. Et les gens qui arrivent, qui sont un peu perdus, ok, il y a la réunion du groupe, mais il y a une passerelle de montée à bord pour ceux qui veulent monter à bord. Et voilà. Oui, donc dans les grandes villes, c'est souvent plus difficile que dans les petites villes en réalité. Donc c'est pour ça qu'à Marseille, c'est plus compliqué. Après, je suis très touchée que vous vouliez faire partie de Réinfo Covid, mais je voulais signaler quand même qu'en fait, tout groupe que vous formerez, que ce soit Réinfo Covid, le syndicat ou autre, ça n'a pas d'importance. En réalité, si vous voulez agir, vous pouvez faire votre propre groupe et commencer par exemple à aller voir un paysan et grouper vos achats de fruits et de légumes ensemble. En fait, il n'y a pas forcément besoin que ce soit Réinfo Covid. C'était ça que je voulais préciser également, même si on est très content que ce soit Réinfo Covid. Au contraire, le but c'est que Réinfo Covid meurt. Nous, on l'a clairement dit dès le départ. Si Réinfo Covid continue, c'est pas bon signe. S'il meurt, c'est que ça y est, on commence à passer à autre chose. Donc vous avez vu qu'on développe une autre histoire, peut-être, qui est autre chose, et que autour du syndicat, il y a les collectifs de médecins, il y a eu Covid Soins pour traiter le Covid avec des groupes de travail, Covid Prep, Covid Cure, Covid Rehab. Et puis, il y a Réinfo Santé, avec Fabien, qui a essayé de mettre des professionnels de santé de plein d'horizons différents pour les faire discuter d'une problématique d'hypertension, de diabète, d'obésité, et faire par la rencontre de la complexité et de la pluridisciplinarité, de faire voir à chacun qu'en fait, un généraliste tout seul, il n'a pas la solution, un naturo tout seul, il n'a pas toutes les solutions, un acupuncteur, une sage-femme, etc. Et en fait, quand on les croise et qu'on les rencontre, là, chacun s'enrichit les uns des autres, et chacun trouve sa juste place pour participer aux soins d'une personne avec sa pathologie irréductible. C'est jamais que de l'hypertension artérielle, c'est une personne avec l'hypertension artérielle, avec toute sa complexité. Et l'idée, c'est de créer des réseaux de soins. On avait baptisé ça Aux Petits Soins au début, sauf que ça a déjà été déposé 3 fois en tant que marque, donc il va falloir prendre autre chose, donc on va redécliner probablement une autre quelque chose, donc ça va être une autre santé. Et l'idée de une autre santé, c'est d'arriver à tisser le lien entre tout ça, le syndicat, Réinfo Santé. Réinfo Santé, ce serait l'université, les sages dans la montagne, qui proposent des contenus pour les citoyens, pour les accompagnateurs, etc. Covid Soins, ça deviendrait une autre santé. Bref, donc c'est en train de se structurer, et là-dedans, il y a plein de choses qui émergent de manière spontanée, des gens qui se regroupent là au cours d'une soirée, ils se rendent compte qu'ils sont 5 ou 6 thérapeutes, et qu'ils peuvent travailler ensemble parce qu'ils ont plein de regards différents, déjà faire des réunions où ils discutent, puis ensuite se structurer dans la matière et soigner les gens pour de bon, et puis ensuite se mettre en lien avec d'autres groupes qui font la même chose, et s'envoyer des patients les uns aux autres quand ils sont en limite de compétences ou quand ils ont besoin de quelque chose, et c'est en train d'arriver. Il reste que sur la santé qui se dégrade, tout le lourd, la chirurgie, le bloc opératoire, la réanimation, le cancer, les chimios, etc. Tout le plateau technique, en gros, de l'hôpital, ça, on ne sait pas encore le faire en ville. Donc, mais une grosse partie du travail à faire en ville, c'est le travail sur la prévention et faire que les gens restent en santé. Mais dès que vous posez cette question-là, vous posez la question du modèle économique. Comment ça marche économiquement? Si vous restez dans le système de l'euro et d'une rétribution à la maladie, vous allez refaire la même chose. Donc à un moment, il va falloir changer le système monétaire et le système de rétribution qu'il y a derrière. Vous pouvez imaginer plein de choses. On peut tester un salaire, tant que les gens sont en bonne santé, ils viennent vous voir 1 fois par mois. Puis quand ils sont malades, ils viennent quand ils veulent. Ça coûte rien. Par exemple, comme dans les médecines chinoises, telles qu'on en a entendu parler.
Vous pouvez imaginer plein d'autres choses, des paiements hybrides qui soient un mélange de June, de monnaie locale, de SCHO, de roues de pêche, de ce que vous voulez, de troc, de dons, et un peu d'euros parce qu'il faut payer les charges, mais essayer de mettre au minimum d'euros possible pour être au seuil de pauvreté et arrêter de nourrir le monstre. Donc ça nécessite de la créativité, et il n'y a personne qui le donnera depuis une structure institutionnelle. C'est-à-dire que ce soit le syndicat, ou que ce soit nous, enfin que ce soit Notre Santé là par exemple, ou Réinfo Santé, il n'y a personne qui va vous dire faites ça et pouf, ça va se passer bien, quoi. Il y a vraiment une espèce de convocation à l'empowerment individuel, à l'autonomie pour de bon, qui est hyper exigeante, hein. On n'a pas dit que c'était facile, hein, mais qui dit ok, vous devez le faire vous-même, quoi. Et il y a quelqu'un qui me parlait de ça tout à l'heure, de l'idée que l'épreuve, que ce soit le froid, que ce soit la suspension, que ce soit un coup de boule, en gros, participe à nous rendre antifragiles, et là pour nous renforcer, et là pour nous permettre de nous structurer correctement. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu trop confortable pour une grande partie de nos contemporains encore, et que donc ils n'ont pas particulièrement envie de se mettre vraiment en action. Et c'est ça qui me fait craindre, et en même temps, je pense que c'est nécessaire, que le déferlement totalitaire doive être nécessairement plus violent. Pas pour nous, hein. Pour ceux qui ont déjà compris, ça va. Hein. Mais pour ceux qui se cramponnent encore au système, en disant non, ça va, en fait, jusqu'ici tout va bien. Mais c'est un peu comme dans la chute de Mathieu Kassovitz. Hein. Jusqu'ici tout va bien. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors je vais rebondir dessus, ce qui permettra de filer un petit peu ta question. Alors je te remercie déjà d'avoir fait le parallèle avec le monde paysan, d'où je viens. Et oui, question des exploitants agricoles aujourd'hui. Ils exploitent la terre. Et donc il ne faut pas qu'on exploite le corps aujourd'hui, il faut qu'on revienne à quelque chose de racinaire sur le soin. Donc Louis a répondu, je pense, à une partie de tes questions en évoquant des projets positifs. Et le but de finir le film sur ça, c'était consubstantiel au fait de faire témoigner des soignants, et donc de prendre des gens qui étaient déjà en mouvement et qui avaient déjà des pratiques parallèles ou des intérêts vifs sur autre chose. Que ce soit l'homéopathie, que ce soit l'hypnose, ou d'entendre dire Eric qui commence à s'intéresser aux plantes, ou Carole qui parle de maison de santé, Louis qui a déjà cette ouverture et cette curiosité. Déjà de mettre en mouvement, et ça c'est le message positif, avec la notion d'espérance, plus la voix off de Louis à la fin, qui donne une opportunité, avec déjà toutes des structures existantes. Évidemment, je pense que ce qui nous a réunis beaucoup avec Louis dans les premières conversations, c'est la notion de santé intégrative, donc c'est-à-dire de mettre le meilleur des soignants et de la technique des soignants de manière collégiale pour avoir une vision et une approche la plus circulaire, et de miser avant tout sur la prévention. Et là, vu que tu appelles quelque chose de joyeux, moi je vais y aller. Je suis raccord à 100% avec Louis. Il faut que le déferlement soit plus intense pour qu'on comprenne qu'en fait il faut qu'on se prenne en main. Et donc souvent on n'aime pas quand j'emploie ce mot-là, mais je l'emploie à dessein. Là, aujourd'hui on meurt à l'hôpital, allongé dans un couloir d'urgence, comme ça a été le cas il y a peu de temps, quelqu'un qui est une personne 11 heures dans le couloir d'urgence avec sa femme, et la personne est morte. Enfin, si là ça n'a pas encore déclenché de soubresaut médiatique, on n'entend pas grand chose, mais populaire, de dire il y a un problème, ça aurait pu être mon papa, ça aurait pu être mon grand-père, ça aurait pu être mon oncle, et stop, je ne veux pas ça dans mon pays. Et bien en fait il ne faut pas qu'on meure à l'hôpital, il faut qu'on crève. Alors désolé, mais je pense vraiment. Puisque rationnellement, intellectuellement, on ne veut pas encore voir, donc il faut toucher le fond du truc, mais de la même façon que Louis utilisait le terme tout ça a été assemblé avant le chaos, donc c'est-à-dire ces solutions de prise en charge dégueulasses uniquement techniques, nous n'allons pas attendre de laisser ceux que nous aimons et nous-mêmes crever. On va faire de la prévention active, on va mutualiser le savoir, on va le structurer,
on va le mettre à disposition, on va l'expérimenter. Et en fait, le but, c'est qu'on ne tape pas le mur. Ceux qui veulent ne taperont pas le mur. Et ceux qui ont besoin de taper le mur pour comprendre, parce que soit c'est trop douloureux de voir, parce qu'il n'y a pas eu un temps long de préparation et que c'est une posture de protection, soit ceux qui ne veulent pas voir, soit ceux qui troquent une vision, pourrait-on dire, objective contre le confort, eh bien, on fera en sorte aussi que ce système-là puisse les prendre en charge. Mais il y a un constat froid et implacable qu'il faut avoir, c'est que là, on a passé la 5e, la 6e vitesse sur la destruction du système de santé. Et donc, si on ne mise pas, nous, sur la prévention et la mise en lien, la compréhension de ce qu'est un corps humain et de comment il peut être prévenu et maintenu dans son état initial, c'est-à-dire la pleine santé, et exprimé par la joie. Le meilleur diagnostic de la pleine santé, pour moi, c'est la joie, donc c'est un critère purement subjectif. Ça n'a rien à voir avec des variables physiologiques. Es-tu joyeux? Oui. Tu es en bonne santé. Et donc, quand je suis en bonne santé, quand je suis joyeux, je peux me permettre d'avoir des mots qui peuvent être durs, comme crever, qui est un gros mot. Mais parce que j'ai beaucoup de joie en moi pour le dire. Et de la même façon que Louis lui dit, bon, là je suis un peu altéré au niveau de ma vitalité, donc voilà, j'ai besoin de me reposer, donc je ne vais pas aller sur cet endroit-là. Et ça s'appelle se connaître. Et faire preuve aussi de pédagogie pour l'autre, en étant honnête. Et moi aujourd'hui, j'ai la forme, je fais j'enquille des siestes, donc je peux me permettre de mettre les mains un petit peu dans la boue merdeuse. Et donc je n'ai pas envie que les gens que j'aime, fussent-ils des inconnus, dégradent leur santé dans l'hôpital. Et donc l'appel du film, c'est mobilisons-nous pour des actions, mais surtout, pour moi, nous avons un vivier avec les soignants suspendus qui est incroyable. Je ne vais pas préjuger des autres, mais je pense que nous avons l'écrémage des super soignants. Il y a des super soignants aussi qui sont restés, on a besoin de tout le monde, comme l'a dit Greg. Et donc moi, je suis très heureux. Je suis très heureux qu'il y ait autour de moi des soignants qui ont triché, parce que leur humanité permet de soigner et de combler les brèches du système. Sinon, beaucoup de personnes seraient face à l'implacable réalité de ne pas pouvoir être soignées. Mais je pense que nous avons un vivier de super soignants en devenir dans un système de santé radieux, qui permettra non plus de maquiller la maladie, puis d'être tordu pour avancer dans sa vie, mais d'être vraiment avec la connaissance de son corps, comme outil de réalisation et de joie. Et donc, votre question, votre rapport, il est totalement en phase avec, évidemment, l'intention aussi derrière du film. Et tout ce que Louis décrit, je pense que ce soit avec le syndicat, avec les prises de parole, les structurations de Louis, ce qu'entreprend Carole aussi, on est là-dedans, et les personnes qu'on côtoie ne sont que là-dedans. Donc moi, j'ai aucun doute, mais ça me vient même pas à une demi-seconde à l'esprit que ça ne puisse pas devenir. C'est impossible et c'est impensable. La seule question, c'est le seul delta, combien de souffrance pour parvenir là. Et moi, je pourrais dire, c'est pas bien la souffrance, mais en fait, je sais pas si c'est un outil de transformation qui pourrait être nécessaire, c'est comme ça. Et il faut se protéger aussi de ça, mettre son énergie et son cœur au bon endroit. Merci. Et bonsoir d'abord, merci encore de ce film qui témoigne du courage. Avant la victimisation, il y a une vraie victimisation. Et je suis psychiatre, et je suis bien placé pour savoir qu'il y a, je souhaite, beaucoup de gens qui sont dans un état de dépression avancée, donc ayant dû soit renoncer à leurs valeurs, soit en étant suspendus. Et donc, je crois que, voilà, je pense que vous êtes un exemple, et je crois que c'est ça qu'il faut entendre, surtout dans ce film, même si on aurait pu dire, moi personnellement, une des critiques possibles, c'est éventuellement
d'avoir peut-être vu au contraire des gens véritablement victimes. C'est-à-dire que là, finalement, nous avons effectivement une brochette de soignants, donc j'ai la chance de connaître 4 d'entre eux, c'est un hasard, mais c'est comme ça, et qui ont effectivement, qui ont une personnalité telle que, effectivement, ils sont en mesure et une capacité de résilience extraordinaire, et qui vont utiliser cette crise pour finalement donc avancer et peut-être se transformer, et nous aider à nous transformer aussi. Voilà. Je voudrais dire que sur la question finalement du degré de souffrance, jusqu'où on peut aller, moi j'étais enfant, j'ai été en contact assez tôt avec la littérature concernant la Shoah. Et donc je me suis toujours posé la question, enfant, je m'indignais de savoir comment c'est possible que tant de gens aient accepté, ne serait-ce que dans les camps, en sachant à un certain moment que ça allait quand même probablement être pas une partie de plaisir, que finalement personne ne se rebellait. Et en fait, j'ai compris, en lisant à l'époque, je crois que c'est Treblinka, qu'en fait, les Allemands avaient une bonne technique qui est de proposer toujours un choix positif. Un choix où vous avez une possibilité, vous avez 2 fils en fait. Il faut choisir la bonne pour survivre. Et ce qu'on nous a vendu, en quelque sorte, c'est ce pass sanitaire est extraordinaire, parce que si vous voulez, tout le but c'était de l'avoir en fait. Il y a ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas. Et si vous voulez, l'obsession des gens, des jeunes en particulier que j'ai vu, c'est de se dire comment je peux me fournir le pass. Si vous voulez. Et ça, finalement, ça empêche toute réaction collective de rébellion. Parce qu'en fait, le savoir, c'est dans quelle fiche je dois être pour que ça soit le moins difficile pour moi dans mon existence. Et donc, je crois que nous avons à nous grouper collectivement, physiquement. Hein, c'est ce que dit aussi celui qui a le concepteur, entre guillemets, de Solaris, hein, qui dit ce sont des liens, et aussi, je pensais à Étienne Chouard, à des gens comme ça, donc nous devons nous grouper physiquement. Et là, nous sommes là ensemble ce soir, et une des questions que je me pose, moi, et vous la posez aussi d'ailleurs, finalement, c'est comment nous pouvons continuer à être ensemble. Et effectivement, peut-être ça serait intéressant qu'à chaque ce genre de débat, il y ait un tableau avec la possibilité de prendre les adresses des uns et des autres quand on arrive. Alors peut-être c'est retransmis par, je ne sais pas si on donne un mail en étant à l'association. Enfin, bref, je crois qu'il faut trouver des solutions. Quant à la destruction du système et jusqu'où il va tenir, on voit aujourd'hui que, enfin, je pense que tout système, et je suis homéopathe aussi, donc j'ai une certaine vision on va dire, du pathos, en quelque sorte, qui peut être aussi bien individuel que sociétal, et que finalement, ce qui a détruit finalement les nazis, qui ont quand même mis un système au point extraordinairement puissant, hein, qui a failli basculer, on peut dire, le monde, qui fait basculer le monde dans et finalement qui a perdu, hein, qui a tout perdu, parce qu'en fait, ils en voulaient trop. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du trop. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont conscients de... c'est la troisième, la deuxième, la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, c'est-à-dire l'abonnement vaccinal chronique, là, comme disait la vessie. Cette question de jusqu'où, effectivement, le système va aller, jusqu'où on va avoir un nombre d'effets secondaires. Je suis sûr, si je demande, par exemple, à chacun d'entre vous, combien d'entre vous connaissent des gens qui ont eu des soucis, des événements indésirables post-vaccinaux? Levez le doigt. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est une démonstration très simple que, finalement, ce phénomène est largement ample, connu de beaucoup de gens. Et j'ai même connu un professeur de psychiatrie avec qui j'ai discuté, qui était plutôt pour la vaccination, et qui a fait un début de Guillain-Barré. Et donc, donc c'était compliqué pour lui, parce que, mais honnêtement, il a dit, je constate que... Et puis, évidemment, il interroge un autre, etc. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un maximum de gens qui ont des effets secondaires, avec des événements indésirables, on devrait dire, plutôt si on est scientifique, post-vaccinaux, qui pourront peut-être disons, diagnostiquer effets secondaires. Il faut être prudent avec le langage, et c'est vrai que des événements indésirables, il y en a des milliers et des milliers. Et parmi mes amis, y compris des médecins, je vois beaucoup de gens qui ont des événements indésirables, jusqu'au décès. Donc, si vous voulez, finalement, comment se fait-il que tout ça, ça continue? Ça va continuer un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait touché le fond de la souffrance, comme ça s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je crois que le système va s'autodétruire, très probablement, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, c'est effectivement, nous avons, et je crois que merci Louis, merci Fabien, de nous guider pour effectivement nous inviter à nous organiser, à créer donc des réseaux de solidarité, pas seulement de soins d'ailleurs, parce que je pense que ça va se compliquer dans quelques temps, il ne va pas y avoir que l'histoire du soin, mais en tout cas voilà, merci. Et donc je voulais dire aussi qu'on organise avec Martine Durand, on va organiser
si possible avec les suspendus, et faites-le savoir probablement le 8 juillet, j'espère que ce sera le 8, au Théâtre des Chartreux, avec le directeur qui est tout à fait d'accord, une autre projection du film. Donc, invitez le maximum de gens, et surtout, prenez vos adresses les uns les autres, et regroupez-vous. Je pense qu'on a tendance à être infantilisé, à attendre que une institution, un État, quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien. C'est à nous, effectivement, de nous organiser, de nous auto-organiser, de nous former à l'autonomie du soin. Donc nous, personnellement, je suis homéopathe et nous sommes pour des systèmes de formation à la médecine familiale, donc, et à l'autonomie. Voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire. Merci. Merci pour ce film. C'est vraiment super intéressant de l'avoir vu. Donc merci Fabien. Et merci à vous pour votre témoignage et puis tout ce que vous faites. On est un petit groupe d'artistes ici et on est venu... on a vraiment speedé. Enfin moi j'ai speedé pour essayer d'informer le plus de monde possible. On est non vaccinés. Je vous ai vu à Castellane. J'étais donc avec Sarah qui était assise sur cette chaise et qui est maintenant derrière ce meuble. Mais à l'époque, je n'avais pas osé poser la question. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'effets secondaires. Moi, je suis un compte sur Instagram qui s'appelle Vaccin menstruel. Il y a des témoignages, enfin, c'est l'horreur, quoi. Rien que sur, effectivement, les femmes. Et puis après, bon, il y a l'amino, etc. Nous, on a 2 fils. On les a protégés de cette putain de vaccination. Je suis persuadée que c'est une saloperie. Et ma question, c'est pourquoi vacciner le monde entier avec un truc qui est dangereux et qui va faire autant de dommages? Ça coûte de l'argent de soigner les gens. Ça coûte de l'argent de les rendre indigents. Donc oui, c'est ma question. Je vous la pose. Il y a peut-être quelqu'un qui veut répondre dans le, non, pas répondre, mais moi la question complémentaire, c'est pourquoi les gens finalement acceptent de se vacciner autant. Parce que si on n'est pas vacciné, on est bien marginalisé. Attends, Guido, je voudrais vraiment rester sur ce sujet. Oui, oui, bah, tu m'aimes que quoi. Je voudrais qu'on réponde à... Voilà, j'ai avoir des infos là. D'abord, peut-être une première chose qui me vient en t'écoutant, c'est l'idée que les artistes ont un vrai rôle à jouer, une vraie mission dans cette histoire, qui est de témoigner, de mettre en théâtre, de mettre en musique, de mettre en mots, en paroles, en livres, en poèmes, tout ce qui est en train de se passer, de le scénariser aussi, avec tout le savoir des artistes, pour arriver à pas faire passer des messages par la tête, mais par d'autres endroits, par le cœur, par les tripes. Parce que nous, souvent, on est un peu intello et on essaie de dire les choses de manière rationnelle, alors qu'en fait, l'humain n'est pas un être rationnel, quoi. Ça se saurait. Et donc, après, tu convoques la question du pourquoi, comme si il y avait une téléologie, une finalité dernière, une fin dernière derrière ce qui se passe. Alors que ce qui se passe est nécessaire, est juste préparé de longue date par tout ce qui est venu avant. Notre société n'est plus tenable telle qu'elle est. La maladie, elle ne survient pas parce qu'il faudrait que tu meurs, ou parce qu'elle t'amène à la mort plus tard, ou parce qu'elle a calculé ce qui allait se passer. Elle dit juste, elle vient te signaler, tu ne peux plus vivre comme ça. Si tu continues, tu vas en crever. Et donc pour moi, l'ensemble des crises qui nous occupent, qui n'est pas du tout qu'une problématique sanitaire, hein, qui est la problématique effectivement des multinationales de la data, des multinationales du médicament, des multinationales de l'information, de leurs marionnettes politiques, qui sont complètement détraqués, pervers et déjantés, multi-condamnés, etc., qui continuent à être nos représentants, et le peuple qui subit de manière complètement passive ça, quoi, en pensant que c'est une fatalité, que c'est comme ça. Et donc on arrive à un moment de césure, pour moi, une crise de plus, une maladie. On pourrait faire semblant et s'en remettre. Et ça, c'est l'intention des gens du Forum économique de Davos, de mettre en place une société où on serait beaucoup moins nombreux, on aurait une part de dépopulation mondiale. Ils s'en cachent pas, hein. Laurent Alexandre, Jacques Attali, en permanence parlent du fait qu'on est trop nombreux. Que quand même, c'est bien si on dégagnait un peu du monde, quoi. Sans expliquer comment, hein. Mais Jacques Attali, lui, il l'a écrit, hein. Mais il a expliqué comment.
Mais donc il y a ce rêve dans les élites qui nous gouvernent et les élites au pouvoir d'une dépopulation partielle du monde. Il y a aussi un rêve qui est la poursuite du modèle industriel dont parlait monsieur. Là, vous touchez un truc qui m'intéresse beaucoup, moi, la question de l'artisanat et de l'industrie, qui est ce rêve que tout devrait être contrôlé et prédit en permanence. Et donc pour moi, c'est ça la finalité dernière de tout ce qui se passe. C'est d'arriver à un monde où tout serait contrôlé, où on aurait tous un pass, mais puis on n'aurait plus seulement dans notre téléphone, on aurait vraiment une puce, quoi. Puis on aurait un tracking permanent de où on se déplace. On pourrait rationaliser les choses, hein. On pourrait préserver l'environnement, on pourrait éviter à Sugiton de s'éroder. Vous avez vu ça, il y a des grandes affiches. Hein. Le parc pourrait investir dans autre chose que des affiches pour nous expliquer qu'ils vont nous fliquer. Avec notre argent. Hein. Mais bon, c'est ça qu'ils font, quoi. Ce rêve-là, qu'il faudrait prédire et contrôler. Mais qu'on a tous, hein. On en est pétri. C'est-à-dire que ce truc-là, extérieur, mais il n'est pas un peu en nous? On n'est pas un peu trop nombreux, quand même, à Pointe-Rouge le soir, là? À Borély, quoi. Si j'étais là, moi, tout seul, et qu'il y avait un peu moins de blaireaux, ce serait cool, quoi. Non bon, on a ça en nous aussi. On a ça en nous que demain, peut-être, sera difficile. On aimerait bien que nos enfants soient prémunis du danger, qu'on ait mis de l'épargne de côté, qu'on ait fait un livret A, un LDD, je sais pas quoi, qu'ils aient 15 000 balles dans un coin pour si jamais il nous arrivait malheur, ce serait cool. C'est ce rêve de prédire et contrôler, mais qui profondément ému par la peur de demain, la peur de la mort. Une fois que et c'est peut-être le gros de l'enjeu, quoi. Pourquoi est-ce que cette maladie, elle vient nous taper dessus en nous faisant mourir? Ou pourquoi la vaccination vient nous taper dessus en nous faisant mourir aussi? Parce qu'on a peur de ça. Pourquoi les gens, là, ils ont pas cru au mouvement collectif de dire non? Et que ils sont restés dans le système, prolongeant d'autant son agonie. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui sont... Et c'est pas une pierre que je jette aux gens, hein, c'est cette décision, encore une fois, il y a tout le respect du monde. Mais vu de l'extérieur, tous les gens qui sont restés dedans prolongent encore l'agonie du système. Si on était tous sortis, qu'on s'était mis dans les carrefours, qu'on avait fait des tables, qu'on s'était posé, qu'on a dit comment on veut se soigner demain et aujourd'hui ensemble, ça y est, on arrête. C'est pas BlackRock qui va décider, c'est pas Pfizer, c'est nous. Mais ça y est, c'était fait. Et en 3 mois, avec l'intelligence collective que nous avons tous, c'est construit. Hein. Parce qu'en plus, on a toute l'infrastructure qui vient pour le faire. Toute l'infrastructure intellectuelle, technique qu'il faut pour y arriver. Parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Parce qu'on a peur que le système soit trop puissant, qu'il nous broie au passage. Et c'est le grand switch profond auquel on est convoqué, c'est d'arrêter de vouloir contrôler, prédire, et de ressentir et de s'ajuster. D'aller mettre son énergie pile à l'endroit où c'est bon. De se mettre en lien. Et si moi je peux rien faire, c'est que j'ai besoin des autres. Donc je dérive un peu par rapport à ta question, je ne me souviens plus. Mais en gros, ça rejoint la question de l'industrie pour moi. Et je botte en touche un peu sur pourquoi Laurent Génard-Rouge est-il si méchant, quoi. Tu vois, enfin, parce que c'est un peu ça peut-être à la fin, parce qu'il est méchant, quoi. Et c'est peut-être aussi un truc sur lequel on doit se réconcilier. Il y a le mal. C'est la réponse, c'est la réponse. C'est ta réponse. Je pense que on a tous la réponse, mais qu'elle est dure à admettre, de la même façon que le constat de société, il est dur. Il est dur de se dire, comme quand Aurélie rapportait la parole de sa collègue, mais l'État est bon, la personne elle sait que c'est faux. Elle a toutes les preuves aujourd'hui de dire, tiens, dans le précédent gouvernement, il y a 14 ministres avec des chefs d'inculpation. C'est pas possible qu'ils soient bons. Tout est déstructuré en lambeaux, on brade tout ce qui est public et on paye de plus en plus d'impôts et on voit que tout est pourrable. Donc en fait, tout le monde le sait. Sauf que c'est à quel point je me dupe au quotidien et à quel point je bois la ciguë tranquillement. C'est juste ça. Donc fondamentalement, ta question, quand tu dis j'avais pas le courage de la poser, peut-être que c'est surtout la réponse que t'as pas le courage d'entendre. Et c'est pas un manque de courage, c'est surtout que c'est trop violent. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'entendre cette réponse qu'on a au fond de nous. On le sait en fait. La bête, on l'a vu. On l'a constaté, vous, 200, 300, 1000 fois. Vous avez vu des situations dramatiques, déplorables, tamponnées, validées et créées par l'institution. Et une fois le constat et la réponse acceptée, c'est merde, qu'est-ce que je fais? Et du coup, on va se sentir tout seul. Et c'est là où, justement, le lien systématique, parce que là, moi je suis ébranlé, t'inquiète, appuie-toi sur moi et moi je vais t'aider à marcher un peu.
Et à un moment donné, c'est moi qui va en prendre une belle grosse dans la gueule. Et tu vas me servir de point d'appui. Et je rejoins Louis pour l'art, et ça me permet de faire un switch vers une partie d'autorotour que j'avais pas fait. Pour moi, c'était fondamental de mettre du beau dedans, donc désolé que ça t'ait pas touché, mais c'était la C'est la durée. La durée, bah, en fait, si il y a moins de 5 minutes de danse cumulées avant la scène de fin. C'est juste que peut-être si tu étais embarqué par le discours, bah, ça a créé une coupure. Pour moi, c'était une respiration, c'était de dire c'est lourd, et justement, on va dire autre chose par l'art qui, pour moi, est fondamental. Pour moi, l'art est fondamental pour transfigurer, puis pour dire à un moment donné, j'ai plus les mots, c'est trop dur, ce constat de réalité, il est tellement violent. Bah, je vais mettre des mots dessus, je vais le danser, je vais le peindre, je vais le déclamer, peu importe. Et donc c'est aussi une invitation à se servir du support artistique. Pour en revenir à ce que disait Louis, je pense qu'on a des idées de réponse. Pour moi, c'est pouvoir, sadisme et perversion, la réponse qu'on peut dire. Et en fait, par la volonté de contrôle, parfois, on peut... ouais, ça devient pervers. Et de la même façon, on a tous ça en nous. Moi, on échangeait avec Louis là-dessus sur la façon dont j'encadrais les jeunes. Et donc, il y a des personnes ici que j'ai formées à l'accompagnement de jeunes. Et je répète en formation, je dis voilà, au tout début, mais les jeunes, je les encadrais, j'avais des tableurs Excel. Et moi, je viens du milieu de l'informatique, parce que je développais des bases de données, je les sécurisais, et donc j'étais reconnu pour ça, et je faisais des intranets pour des chercheurs, des consortiums européens, dans la micro-horlogerie ou la microtechnique, et donc il fallait que les bases de données soient inviolables, etc. Donc c'était des procédures, les trucs, les tests, et j'aimais bien parce que c'était un univers rassurant. C'était fini, c'était un univers fini, et sans doute que j'avais besoin de ces éléments structurants parce que j'étais pas encore mature pour pouvoir me structurer autrement. Et donc cet environnement technico-technique était parfait. Alors que j'essayais d'y mettre des choses très artistiques, justement, dans le code, alors que c'est pas l'endroit. Bref, mais il y avait même dans les commentaires, parce qu'on commente le code pour expliquer sa subjectivité à l'autre développeur qui doit reprendre derrière. Et j'expliquais, pour en revenir au point d'exemple, pourquoi j'avais besoin d'être rassuré, de prendre tous les jours doublement les variables de poids, de pouls, de volume d'urine, le nombre de mictions, etc. Donc tout ça indenté dans des tableurs à partir desquels je pouvais faire des statistiques. Et en fait, théoriquement, je n'avais pas besoin de ça parce que c'était déjà répertorié par Désiré Mérien, et lui-même avait accompagné 40 000 jeûneurs, donc je venais juste me rassurer en disant « Ah ben il a raison, elle avait l'affaire ». Mais c'était pour moi. Et à bout d'un moment, je me suis dit « Mais je suis en train d'enfermer la personne. Je ne la fais plus qu'exister dans un amas de chiffres, de données et de valeurs, et j'oublie la substance de ce qui fait qu'elle est là, son humanité, son besoin complètement subjectif. Pourquoi elle a fait 500 km? Pourquoi elle a traversé l'Atlantique? Pourquoi elle est venue? Peut-être qu'il y a une expertise technique, peut-être qu'il y a une rassurance, mais j'étais en train de m'enfermer, et donc maintenant je ne prends plus de valeur. J'ai mis mes valeurs ailleurs que sur ces valeurs alphanumériques. Et je pense qu'on peut vite, avec le temps, aller vers quelque chose de très pervers, en ayant une maîtrise totale de son tableur Excel, des codes, de voir l'autre comme un algorithme en disant bah là tu vas perdre 1,2 kg sur 2 jours, tu vas monter à 73 pulsations ce matin, tu vas voir ça, mais tu vas pas voir ce qu'il y a dans l'autre. Et donc peut-être que nous sommes dans une société algorithmée où beaucoup d'individus qui ont le pouvoir ont de la perversion qui débouche sur du sadisme et voient dans les humains des variables. Et je pense qu'on a potentiellement tous eu l'occasion de toucher ça, soit par observation, soit même en disant mais je suis en train de faire un truc bizarre en fait. Ça n'a plus de sens parce que je suis humain et je vibre. C'est pour ça que tu es artiste. Et là, je suis en train de faire un truc comme quand tu remplis peut-être un dossier de demande de subvention ou j'en sais rien, qui est hyper fastidieux. Les artistes connaissent ça et tu te dis mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et donc voilà. Tout ça pour dire qu'au cœur même de notre système, dans plein de choses, même avec les bonnes intentions, on est tenté toujours d'y être tiré par la manche dans ce truc tordu.
et que c'est dur de s'en absoudre, mais par contre c'est là où la cage thoracique est libérée, on respire, on rit, on est joyeux, on partage vraiment. Donc quand j'enseigne maintenant la formation de jeûne, quand je dis qu'est-ce que c'est qu'un accompagnateur de jeûne, et la première chose, c'est pas un technicien, c'est un humaniste. Mais n'importe quel soignant, en fait, c'est un humain passionné par les autres humains. Et la technicité, c'est fondamental, mais c'est pas le premier postulat. Et on a fait de beaucoup de métiers des aspects techniques vidés de leur essence primaire. Et donc peut-être que la proposition faite par certaines élites, c'est de vider cette substance-là pour ne plus garder que de la froideur, et que un mort, ça sera un chiffre, et ça sera plus un être vivant. J'espère que je ne vais pas plomber. Vas-y, réchauffe-nous. Donc moi j'aurais une question, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ont finalement accepté les mesures Covid, les vaccins, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité là-dedans de l'éducation scientifique qu'ils ont eue? Pour donner un exemple, moi ce que je connais c'est le domaine de la physique. Finalement on nous entraîne beaucoup à suivre les ordres, à faire les calculs, et à pas beaucoup réfléchir si ce qu'on fait va avoir une réalité physique et expérimentale au final. Et donc on se déconnecte beaucoup du réel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de phénomène analogue dans le domaine de la médecine qui expliquerait la réaction de beaucoup de soignants qui ne vont pas beaucoup réfléchir quand on leur présente des vaccins, des mesures de distanciation, etc. etc. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais effectivement, comme l'a souvent expliqué Louis, les études de médecine, c'est être docile au protocole, mais un peu toutes les études. Alors après, ça en choque beaucoup. Je sais pas, moi, ça m'a pas trop choqué, parce que ça a été peut-être une de mes expériences fondatrices en CP, de me faire sortir de la classe parce que j'avais dit quelque chose qui n'était pas du niveau du CP, mais qui était d'un niveau au-dessus, parce qu'on me l'avait appris, que j'avais répété des adultes. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, pour réussir les examens, il fallait pas sortir du rang. Il fallait répéter ce qu'avait dit la maîtresse, ce qui n'empêche pas de s'intéresser par ailleurs à autre chose, en fait. Donc pour moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème, quoi. Il y a l'exercice à faire, et puis à côté, on peut développer autre chose, et souvent les études qu'on a reçues permettent aussi de développer autre chose, parce que ça nous apprend quand même une certaine part. Donc oui, dans les médecins, il y a beaucoup de suiveurs. Il y a donc d'une certaine manière qui veulent pas réfléchir. Il y en a qui veulent pas se donner la peine, comme j'ai expliqué un peu dans le documentaire. Ils veulent pas se donner la peine, quoi. Ils ont eu un diplôme de médecine, ça y est, c'est bon. Non, ce qui les intéresse, c'est je sais pas, de faire du golf ou de faire du trail, ou leur passion, quelle qu'elle soit. Ils n'ont pas du tout envie de regarder ce qu'il peut y avoir dans le dossier d'AMM, de regarder si la réglementation qu'on nous impose déjà de l'Union européenne est elle-même quand même respectée, puisque, je le rappelle, pour la FDA, il vient de donner son accord pour la vaccination des 6 mois, 5 ans, alors que l'efficacité du vaccin ne remplit pas les critères qu'elle avait elle-même imposés. Donc là, ça commence à devenir tellement incohérent que... voilà. Donc je vous laisserai regarder ces études, mais c'est un peu interpellant. Donc il y a beaucoup de gens, oui, qui veulent pas se donner la peine, je pense. Je pense que de leur formation, ils pourraient le faire. Il y en a beaucoup de mes collègues... je vois pas en quoi ils seraient moins intelligents ou moins renseignés. C'est juste une question de travail. Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu travailles pas? Bon, après, il y a le cas d'autres personnes qui seraient, par exemple, les éthiciens ou les fact-checkers. Mais ça, je sens que Fabio a tellement envie d'en parler que je vais lui laisser, lui laisser le micro sur cette partie du sujet. Donc la question est autour de, si je comprends bien, de la responsabilité de la science et la responsabilité des études ou de la formation dans une sorte de docilité à un diktat. Si on imagine que ces formations sont des épreuves initiatiques, c'est-à-dire des moments difficiles, il faut passer des examens, des trucs violents, etc., qu'on doit vivre, traverser des épreuves. Les épreuves initiatiques, elles sont faites pour avoir le droit de faire partie. Donc une fois que j'ai le droit de faire partie de la caste des médecins, mon but c'était d'en faire partie. Donc je sais très bien que si je commence à discuter contre la doxa dominante, l'opinion dominante des médecins, je vais être exclu de ma caste. Ça manque pas,
Je suis exclu. Eric aussi, Greg aussi, etc. Donc, or si ce qui me faisait vivre, c'est de faire partie de cette caste, que j'avais besoin de ça comme soutènement à mon individuation, et ben si je perds ce soutènement-là, il n'y a plus rien. Je suis plus rien. Je m'effondre complètement. Or, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus individués. Individué, c'est un mot qui vient de Carl Gustav Jung, entre autres, mais qui est que une bonne partie de notre processus de vie est fait pour justement qu'on prenne notre forme, qu'on s'individue, qu'on devienne ce qu'on devait devenir, le diamant, le joyau éternel qui est à l'intérieur de nous, qu'on ponce les scories et qu'on soit ce qu'on devait devenir. Et ça passe par des épreuves, justement, de faire partie de quelque chose de plus grand, d'en être extrait, puis de refaire partie de quelque chose de plus grand, de en être extrait, puis à la fin de regarder, mais qu'est-ce qui reste de toutes ces expériences-là? De prof de voile, d'enfants de mes parents, d'ados rebellés, de premiers de la classe, de médecins, qu'est-ce qui reste à la fin? Et c'est ça, à la fin. Or, il n'y a plus beaucoup d'épreuves initiatiques dans le chemin de vie des Occidentaux modernes, et ça a été un choix volontaire fait par la génération des baby-boomers, entre autres, et bon, il y en a dans la salle, je ne leur jette pas la pierre, parce que je pense qu'ils sont eux conscients de ce qui s'est passé pour la majorité des gens. C'était un choix de confort, un choix justement de ne plus subir l'épreuve initiatique, de rester un gros bébé dans la matrice. On est bien, il fait chaud, c'est confortable. C'est confortable avec mon car park, c'est confortable dans mon gros SUV, c'est confortable dans mes vêtements en lin confortable, je sais pas quoi. Tout est confortable, la vie est faite pour être confortable, et tout est facile, 30 glorieuses. Je claque dans les doigts et j'ai tout ce que je veux, toujours, tout le temps. Pas d'épreuve initiatique. Et que cette génération-là, c'est extrêmement difficile pour elle de remettre en cause ça, parce qu'elle a confondu confort et absence de souffrance. Elle a cru que c'était la même chose, que le confort allait permettre de ne pas souffrir, en pensant qu'il fallait supprimer la souffrance. Et il y a plein de gens qui ont cru qu'il fallait supprimer la souffrance. À commencer par Bouddha, à commencer par Jésus, par d'autres. Dire il faudrait arriver à se défaire de cette expérience fondamentale et ontologique de l'humain qui va souffrir. Mais non, on va souffrir, et c'est justement pour qu'on prenne notre forme. Et ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure. Qui est-ce qui a résisté dans cette affaire? Les gens qui ont déjà souffert. Moi, c'est ça que je vois. Les gens qui s'en sont déjà pris dans la gueule avant. Mais voilà. Donc moi, je ne jetterai pas la responsabilité, je pense que c'est un processus normal. Après, maintenant, il y a un clergé vraiment scientifique qui s'est mis en place, les zététiciens et les fact-checkers. Carole voulait que j'en parle, en fait, en passant de mots. Et vous savez que le chef des fact-checkers en France est poursuivi pour viol multiple, etc., de manière complètement crapuleuse et dégueulasse, qu'ils étaient tous au courant. Toute la communauté des zététiciens et des fact-checkers étaient tous au courant des frasques de ce type, qui est vraisemblablement un salopard, hein, je ne le connais pas, mais voilà. Mais ça, c'est les fact-checkers. Et vous interrogez des gens qui font du cinéma. Vous avez entendu parler de MeToo, là, de l'affaire Weinstein, etc. Ils savent tous que c'est tous des gros pourris dégueulasses, passent leur temps à violer des jeunes filles de 14 ans. Et ils le savent. Pourquoi ils disent rien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils réagissent pas? Pourquoi ils se soumettent? Pourquoi mais ils y vont de manière volontaire? Ça rejoint un peu ta question, quoi. Parce qu'ils veulent faire partie du truc, quoi. Ils veulent pas que ça s'effrite, ils veulent pas que ça s'effondre, c'est trop confortable encore. Trop d'argent, trop de pouvoir. Donc quand les différents groupes institutionnels constitués, qui sont pervertis et corrompus, comme le disait Eric, ne vont plus amener aucun avantage secondaire. C'est-à-dire d'être médecin, là, demain, vous serez plus le maître. Vous serez le rouage d'un système technique. Vous serez le pilote d'une chaîne de montage du soin, quoi. Vous serez comme un ouvrier dans les temps modernes de Chaplin. Hein. Vous ne serez pas plus. Donc vous n'aurez plus d'effets secondaires, de bénéfices secondaires à faire partie du groupe. Là, les gens vont partir. Ils ne vont plus vouloir faire partie du groupe. Le cinéma est en train de s'effondrer pour Netflix. Vous avez compris ça. En gros, le système même de production du cinéma, de diffusion du cinéma est malade très profondément. Il est en train d'être ubérisé par les plateformes numériques. Et donc le cinéma est en train de se désagréger. Et donc c'est pour ça que c'est en train de se résoudre les problématiques de pédocriminalité dans le cinéma. Ce sera la même chose dans les autres institutions. Il va falloir qu'elles aillent jusqu'au bout de leur corruption et de leur dégradation pour que les grains qui la composent
acceptent d'en sortir et de se réindividuer, d'arrêter d'être un tout informe. On est les médecins, on est tous d'accord. Non, non, je suis moi. Je voulais juste te dire, j'ai lu il y a longtemps dans un livre, dans un James Bond, c'était on ne vit que 2 fois. Et la maxime, c'était on ne vit que 2 fois. La première fois quand on naît, quand on vient au monde, et la deuxième fois quand on est face à la mort. Ce qui vous est arrivé, vous avez été face à la mort, et vous avez survécu. Et vous nous entraînez. Et maintenant, on a acheté des pizzas, et je pense qu'il est temps de manger quelque chose.